France, des millions de particuliers possèdent un bien locatif et ne savent même pas ce que ça leur rapporte réellement. Et c'est peut-être même votre cas. Selon les travaux de Jacques Frigit, économiste au CGEDD, le rendement locatif brut historique de l'immobilier français était aux alentours de 6% avant les années 2000. Depuis, à cause de l'envolée des prix de l'immobilier, on est plutôt entre 3 et 4%. Alors dans cette vidéo, je vais être sympa. On va rester sur cette hypothèse de 6% de rendement par an et je vais vous demander de bien retenir ce chiffre. Parce que si vous pensez que c'est ce que vous allez recevoir réellement dans votre poche, alors vous allez être surpris. L'être humain, par nature, est un mauvais investisseur. Et ce n'est pas du tout une question d'intelligence ou de formation, c'est tout simplement câblé dans notre cerveau. On achète quand ça monte, on vend quand ça baisse. On panique quand on devrait être calme, on est en euphorie quand il faudrait faire preuve de prudence. Et c'est exactement comme ça que chaque année, on se retrouve avec les résultats de l'étude Mind the Gap de Morningstar, qui mesure l'écart entre la performance réelle d'un actif et la performance que les investisseurs ayant investi dans ce même actif vont réellement percevoir. Cet écart est systématiquement négatif, partout dans le monde. Mais en France, c'est encore pire qu'ailleurs. Un sondage Yomoni réalisé en 2025 sur plus de 6000 personnes révèle que 79% des Français trouvent le loto moins risqué que la bourse. 79% des Français. Et 57% préfèrent une chance sur 1 million de gagner 1 million d'euros que une chance sur 2 de voir leur capital progresser sur 10 ans. En sachant que, selon les données historiques de Dimensional Fund Advisor, sur l'ensemble des périodes de 10 ans depuis 1926, les marchés actions se sont révélés être positifs dans 95% des cas. Mais bon bref, passons. 65% des Français n'ont jamais investi et ne comptent pas le faire. Résultat, selon la Banque de France, 60% de l'épargne financière des Français dort sur des livrets, des comptes bancaires ou des fonds euros d'assurance vie. Le livret A à lui seul représente 432 milliards d'euros. Et cerise sur le gâteau, 69% des Français n'ont aucune idée de ce que leur rapporte leur épargne. En bref, les Français sont de bien piètres investisseurs et ils préfèrent souvent faire confiance à leur banquier qui n'y connaît parfois pas grand-chose de plus qu'eux-mêmes. Alors on se doute bien que l'immobilier, qui est l'investissement préféré des Français, ne fait pas exception à cette règle. J'ai passé des années dans le secteur bancaire. J'ai vu des dizaines et des dizaines de propriétaires bailleurs différents. Et à chaque fois, c'était la même chose. Un bien, ou parfois plusieurs, achetés il y a quelques années, parfois même complètement remboursés, dont ils connaissaient à peine le montant auquel ils louaient ce dit bien. Et parfois, ils ne se rappelaient même plus sous quel mode d'exploitation le bien était loué. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Alors aujourd'hui, on va tenter de faire ce que les investisseurs immobiliers ne font jamais. On va tenter de faire le calcul complet. Mais avant de poursuivre, si tu me regardes pour la première fois, sache que je m'appelle Gaëtan Perron et je suis conseiller en gestion de patrimoine immatriculé à l'Orias. Après plusieurs années dans le secteur bancaire, j'ai choisi de passer de l'autre côté du miroir. Et ce, pour pouvoir accompagner mes clients sans les contraintes d'un réseau bancaire, sans produits maison à placer, sans objectifs commerciaux à atteindre. Mon métier, c'est de construire des allocations patrimoniales personnalisées qui correspondent vraiment aux objectifs et aux situations de chacun des clients qui passent la porte de mon cabinet. Et sur cette chaîne, je parle d'investissement, de fiscalité, d'épargne et j'essaye de décrypter des sujets complexes pour faire de toi un meilleur investisseur, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Alors si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et un commentaire. Ça dit à YouTube de mettre en avant cette vidéo
et de la montrer à d'autres personnes comme toi qui ont besoin de voir cette vidéo. Et si tu souhaites que l'on regarde ensemble ce que ton patrimoine te rapporte vraiment, alors le lien pour prendre rendez-vous avec moi est dans la description de la vidéo. On y retourne. Alors du coup là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va comparer notre investissement immobilier avec un investissement en bourse. Alors je sais que les puristes vont me dire que ça n'a pas énormément de sens, mais je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez les informations sur le pourquoi du comment. Donc on va commencer par la bourse. Depuis 1987, le CAC 40 Gross Return, c'est-à-dire l'indice dividende réinvesti, affiche une performance brute annuelle moyenne de 9%. Et sur cette même période, le MSCI World, l'indice qui regroupe les 1500 plus grosses entreprises du monde des pays dits développés, fait à quelque chose près exactement la même performance. Mais attention, ces chiffres sont bruts. Ce n'est pas ce que vous allez réellement recevoir dans votre poche. Pour l'exemple, on va partir du principe que l'investissement va être fait dans un compte titre. Et donc que les dividendes vont être soumis à la flat tax de 31,4%. Pour des raisons évidentes de simplicité, je vais appliquer la fiscalité à date d'aujourd'hui. Donc une fois qu'on aura appliqué cette fiscalité sur la partie dividende, on tombe à un rendement moyen de 8% par an, net de fiscalité sur les dividendes. Bien évidemment, à cette étape, on n'a pas encore parlé de la fiscalité sur la plus-value. Mais vous inquiétez pas, on va y revenir. À cette étape de la vidéo, il est important qu'on soulève un point crucial. Le CAC 40, ce sont les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Mais ce sont surtout des entreprises d'envergure internationale. Et selon une étude de Ernst & Young, environ 77% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Donc, quand vous investissez dans le CAC 40, vous n'investissez pas réellement dans l'économie française. Vous investissez dans des multinationales qui sont cotées à Paris. Et ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que la comparaison avec votre appartement que vous louez sur la ville de Bordeaux ou sur la ville de Lyon ne sera pas tout à fait exacte, puisque d'un côté vous avez des entreprises qui sont exposées à l'économie mondiale, tandis que votre bien immobilier lui est exposé uniquement à la France. Maintenant, passons à la partie sur l'immobilier locatif. Comme on l'a vu en début de vidéo, selon les travaux de Jacques Frigitt, avant l'an 2000, un bien immobilier, le rendement moyen c'était environ 6% par an. Et on va garder ce chiffre pour la vidéo. Donc, première conclusion, si on s'arrête là, la bourse gagne déjà, même net de fiscalité sur les dividendes. Mais à cette étape, on n'a vu qu'une partie du tableau. Parce que vos 6% de rendement sur votre bien immobilier, ils sont bruts de charges et bruts de fiscalité. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va prendre un exemple très concret. On va imaginer que vous avez acheté un T2 de 40 mètres carrés à 100 000 euros. Ce T2, vous le louez 500 euros par mois, soit 6 000 euros bruts à l'année. On est bien sur le chiffre de Jacques Frigitt de 6% par an. Maintenant, on va enlever les différentes couches et voir où ça nous emmène. Première couche, les charges de copropriété. Donc, selon les données de l'ARC, l'association des responsables de copropriété, la moyenne nationale tourne environ à 25 euros par mètre carré et par an. Donc, sur notre appartement de 40 mètres carrés, ça nous fait environ 1000 euros à l'année. Il vous reste 5000 euros. Vous avez déjà perdu 1% de rendement. Deuxième couche, la taxe foncière. Selon la DGFiP, elle représente 12,5 euros par mètre carré et par an. Donc, sur notre logement de 40 mètres carrés, ça nous fait environ 500 euros par an. Il vous reste plus que 4500 euros. Troisième couche, la vacance locative. Un appartement, ça se loue rarement 12 mois sur 12, surtout sur de très longues périodes. Vous allez forcément avoir des changements de locataires et donc de la vacance locative. Le taux moyen de vacances locatives en France, c'est 7,8%. Donc sur nos 6 000 euros de loyer annuel de base, ça représente environ 470 euros de loyer non perçu. Il ne vous reste plus que 4 030 euros. Quatrième couche, les assurances
et notamment l'assurance propriétaire non occupant. Vous pouvez compter environ 150 € par an pour un T2. Il ne vous reste plus que 3 880 €. Cinquième couche, les travaux et l'entretien. Pour cette partie, c'est très difficile de donner un chiffre concret et précis, car cela va beaucoup dépendre de l'état du bien, de son ancienneté ainsi que des locataires eux-mêmes. Mais un chauffe-eau qui lâche, un coup de peinture à refaire entre deux locataires, ce sont forcément des choses qui arrivent. Et ce genre de dépenses, ça ne s'étale pas dans le temps, ça tombe d'un seul coup. Donc je pense que provisionner 500 € en moyenne lycée par an pour les travaux est quelque chose de raisonnable. Il vous reste 3 380 €. On a divisé par deux quasiment vos 6 000 € de départ. Donc là on arrive à un rendement entre 3 et 4% par an qui correspond exactement à ce que nous dit l'INSEE et les notaires de France. Et ce rendement, il est brut de fiscalité. Et en France, vos loyers sont des revenus. Et admettons que vous déclariez ces revenus en foncier au régime réel, comme le font beaucoup de clients, eh bien ces revenus vont simplement venir s'ajouter à vos revenus imposables déjà existants. Et donc, si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%, qui est la plus large de celles qui existent, une fois que vous allez rajouter les prélèvements sociaux, cela vous fait une fiscalité sur vos revenus fonciers de 47,2%, quasiment la moitié. Donc sur vos 3 380 € qu'il vous restait net de charges, vous allez encore devoir vous acquitter de 1 595 € de fiscalité. Autrement dit, à la fin, il vous reste moins de 1 800 € sur l'année pour 100 000 € investis. Cela vous fait un rendement net de 1,8% par an, à peine plus que votre livret A. Alors bien sûr, il existe des moyens d'optimiser cette fiscalité. Et on sait très bien que personne n'a réellement la même situation. Donc encore une fois, dans cette vidéo, j'ai décidé d'être sympa et de ne pas prendre en compte la fiscalité dans les prochains calculs. C'est-à-dire qu'on va rester sur les rendements bruts de fiscalité compris entre 3 et 4% par an pour faire notre comparaison. C'est déjà pas mal puisque par rapport aux 6% de départ, on a déjà quand même quasiment divisé par 2. Et là, je vous parle même pas des investisseurs qui ont voulu investir dans l'immobilier défiscalisant de type Pinel, qui ont payé leurs biens à des prix surévalués entre 15 et 20% par rapport à la moyenne du marché, avec des loyers plafonnés et surtout avec des dizaines de biens qui vont se retrouver à la vente au même moment à la fin de la période de défiscalisation. La défiscalisation, elle est là pour masquer la mauvaise affaire. Et c'est l'exemple parfait de l'investisseur immobilier qui ne fait pas les calculs. Alors bien évidemment, à ce niveau, il y a encore quelque chose dont on n'a pas parlé sur l'immobilier. C'est le second moteur de performance et parfois même le plus puissant, c'est-à-dire l'augmentation du prix du bien lui-même. Et on va voir ça dès maintenant. Donc sur le passage précédent, on a comparé grosso modo les flux, les loyers versus les dividendes. Mais bien évidemment, dans l'exemple précédent, on n'a pas encore pris en compte donc le second moteur de l'immobilier, qui est donc la croissance des prix et les éventuelles plus-values que vous allez pouvoir réaliser. Et bien évidemment, c'est à intégrer pour une comparaison honnête, puisque dans la bourse, c'est déjà intégré. C'est tout simplement la hausse des cours. Donc maintenant, on va comparer les deux classes d'actifs sur la même base. Capital investi, plus revenu perçu, plus plus-value. Et tout ça, net de fiscalité de sortie. On repart sur notre T2, acheté 100 000 €. Selon les données de l'INSEE, depuis l'an 2000, le prix des biens immobiliers a été multiplié par 2,6, soit une augmentation moyenne de 4,1% par an. C'est donc sur ce chiffre qu'on va se baser. Côté bourse, on va partir du principe que ces mêmes 100 000 €, ils auront été investis sur un compte titre ordinaire, sur un ETF CAC 40 qui distribue les dividendes. Pour rappel, la performance brute depuis 1987, c'était environ 9% par an.
Sur ces 9%, les dividendes représentent environ 3% par an et sont soumis à la flat tax de 31,4%. La plus-value latente, elle, donc les 6% restants, ne sera taxée qu'à la revente à 31,4% également. Soyons clairs, j'ai volontairement pris le pire des scénarios. Pas de PEA, pas d'assurance vie, aucune optimisation. Un CTO brut avec une fiscalité plein pot. Alors bien évidemment, sur la partie immobilière, sur une aussi longue période que celle qu'on va comparer juste après, on aurait dû également intégrer la revalorisation des loyers, qui va généralement s'effectuer à peu près à chaque changement de locataire. Et bien évidemment, dans vos calculs, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais dans cette vidéo, pour simplifier un petit peu tout ça, et comme je vous rappelle qu'on n'a pas compté la fiscalité sur les revenus fonciers et sur les loyers distribués dans l'exemple précédent, j'ai décidé donc de continuer à ne pas compter la fiscalité et du coup de ne pas prendre en compte la revalorisation des loyers non plus. On va dire que ça va équilibrer un petit peu les choses, même si bien évidemment la fiscalité a un impact beaucoup plus conséquent que la revalorisation des loyers. Donc maintenant voyons ce que ça donne. Sur 20 ans, votre bien immobilier, il vous aura rapporté 203 000 € net de fiscalité à la revente. Et pendant 20 ans, le cumul des loyers représente environ 70 000 € net de charges. Autrement dit, sur la période totale, votre bien immobilier vous aura rapporté 273 000 €. En face de ça, la bourse, sur les plus-values, vous aura rapporté 251 000 €, également net de fiscalité à la revente. Et le total des dividendes cumulés sur la période s'élève lui à 41 000 €, soit un total de 292 000 €. Dans cet exemple, la bourse bat l'immobilier de 20 000 €. Maintenant, j'ai voulu faire un autre exemple, parce qu'au bout de 30 ans, vous n'avez plus de fiscalité sur la plus-value à la revente de votre bien immobilier. Et on va voir si cela fait en sorte que l'immobilier batte la bourse ou pas. Donc à la revente, au bout de 30 ans, votre bien immobilier vous aura rapporté 330 000 € net de fiscalité puisqu'il n'y en a plus. À cela, il faudra rajouter 105 000 € de loyer net de charge, soit 435 000 € au total. De l'autre côté, la bourse, elle vous aura rapporté 425 000 € net de fiscalité sur la plus-value, auquel il faut rajouter 61 000 € de dividendes, soit un total de 487 000 €. Donc, malgré l'exonération des plus-values à la revente, dans cet exemple, la bourse bat encore l'immobilier de 52 000 €. Alors certes, c'est pas des gros écarts, surtout pour le potentiel écart de risque entre les deux classes d'actifs. Mais rappelez-vous d'une chose, rappelez-vous des hypothèses qu'on a prises. Côté bourse, zéro optimisation. Le pire des scénarios fiscaux possibles. Côté immobilier, on a pris zéro fiscalité sur les loyers. Ce qui, dans la réalité, même avec la meilleure optimisation du monde, est impossible à tenir sur de telles périodes. Et l'impact fiscal sur les loyers est massif, on l'a bien vu dans le bloc précédent. Et enfin, il y a une dernière chose qu'on n'a pas du tout compté, les gros travaux. Si vous gardez un bien immobilier pendant 20 ou 30 ans, vous n'avez quasiment aucune chance d'échapper à un gros poste de dépense. Une toiture à refaire, un ravalement de façade, une mise aux normes. Ce sont des dépenses qui peuvent générer plusieurs milliers d'euros de dépenses d'un seul coup et qui viendront encore renier la performance de votre bien locatif. Et enfin, il ne faut pas oublier que la bourse, ça peut être complètement passif. Si vous le souhaitez, vous pouvez y passer 5 minutes par mois. Pour l'immobilier, je doute que ça soit le cas. Alors maintenant, on va être clair. L'idée de cette vidéo, c'est absolument pas de dire que l'immobilier c'est nul et que ça ne sert à rien. En fait, c'est même pratiquement le contraire. Parce que oui, il y a des gens qui ont construit de véritables fortunes grâce à cette classe d'actifs. Mais comment ? C'est simple. Ils en ont quasiment, voire même totalement, fait leur métier. Des milliers d'heures à se former, à visiter des biens, à négocier au plus juste, à trouver les bons artisans, à gérer les travaux et les impayés, à optimiser la fiscalité, à choisir le bon mode d'exploitation, à gérer les locataires, à anticiper les travaux, etc., etc. L'immobilier,
c'est un travail à temps plein. Et parfois même plus. Et malheureusement, il n'y a pas de secret. Quand on passe autant de temps à travailler sur un sujet, généralement, on finit par devenir bien meilleur que la moyenne et avoir de bien meilleurs résultats. Et là, je peux vous garantir qu'après ça, les chiffres, c'est plus du tout les mêmes. Et d'ailleurs, les investisseurs acharnés en immobilier, quand ils visitent des biens ou quand ils font des calculs, ils ne regardent pas du tout la même chose qu'un investisseur lambda. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Maintenant, soyons honnêtes 2 minutes. Le profil dont on vient de parler là, c'est une extrême minorité. La grande majorité des investisseurs immobiliers, c'est monsieur ou madame tout le monde qui ont acheté 1 ou 2 appartements qu'ils gèrent entre 2 réunions la semaine et un week-end de temps en temps. Et on l'a vu en début de vidéo, monsieur et madame tout le monde sont de mauvais investisseurs. Et ce, quelle que soit la classe d'actifs. Et bien évidemment, l'immobilier ne fait pas exception. Autrement dit, il est tout à fait possible de gagner de l'argent en immobilier, et même beaucoup d'argent. Il faut juste accepter d'y passer énormément de temps et de faire le boulot. Vous avez maintenant une première idée des performances de l'immobilier face à la bourse. Alors bien évidemment, les chiffres d'un bien à l'autre ou d'une ville à l'autre peuvent être complètement différents. L'emplacement, le mode d'exploitation, la fiscalité réelle, tout ça peut changer radicalement la donne. Et je vais même aller encore plus loin. Comparer ces 2 classes d'actifs en ayant l'approche qu'on vient d'avoir dans cette vidéo n'est pour moi pas du tout optimal. Et c'est d'ailleurs un sujet que je vais réaborder dans une prochaine vidéo. Maintenant, si vous faites déjà un minimum le travail dont on a parlé dans cette vidéo, avant d'acheter un bien immobilier, sachez que ce sera toujours mieux que rien et bien mieux que la plupart des investisseurs. Je le redis à nouveau, mais si vous souhaitez qu'on regarde ensemble votre patrimoine, comment il est constitué et s'il correspond réellement à vos besoins, à vos objectifs et à votre profil de risque, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi avec le lien qui est en description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, alors partage-la. Car il y a beaucoup de propriétaires bailleurs qui auraient besoin de l'avoir. Prenez soin de votre patrimoine. À la prochaine.